l'Afrique du Sud, c'est une équipe qui a beaucoup de joueurs qui jouent en Afrique du Sud, justement. Donc, dans la ligue là-bas, avec Kaiser Chiefs, Orlando Pirates, une équipe qui joue quand même un beau foot. Il y en a qui disent que c'est le Brésil de l'Afrique. Je suis pas certain. Southcheck a quand même remporté un trophée européen avec West Ham, la Conference League. Je vais juste parler de ce trophée-là parce que j'ai un autre fan. Incroyable trophée. Incroyable. Un autre fan d'un club qui a remporté ce trophée-là aussi. Fait que je voulais que je fasse le petit segment d'introduction. Philémus, as-tu une prédiction déjà? Ouais, je pense que le Danemark va gagner aussi. On a quand même de l'expérience dans les buts avec Schmeichel, on a Christensen en défense, on a Højbjerg, on a beaucoup de joueurs d'expérience, puis on a une belle jeunesse qu'on peut ajouter avec Dorgu notamment. Qui? Ballon Dorgu. Merci. Philémus, tu as fêté ton anniversaire récemment, je crois. Ouais, le quart de siècle. Le quart de siècle. Ouch. Ouais, ouch. Moi aussi, j'ai passé par là. Ça donne un petit coup, mais on a décidé de prendre un petit moment pour te célébrer. Donc, on a une petite surprise sucrée pour toi. J'espère que tu as la danse sucrée aujourd'hui. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre magnifique épisode spécial, le Rodéo de l'aile en route vers la Coupe du Monde. Aujourd'hui, j'ai encore une fois le plaisir d'être accompagné des meilleurs experts du ballon rond. Aujourd'hui, j'ai Adam. Comment vas-tu, Adam? Très, très bien, merci. Toujours un honneur. À sa droite, un nouveau venu dans le Rodéo de l'aile. Félix, comment vas-tu? Ça va bien, merci de l'invitation. Bien content d'être ici. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de toi avant que j'introduise le Philémus? Ouais, ben en fait, je collabore avec le Cannes Football Club depuis environ 2 ans. Donc, je couvre le foot, mais surtout le CF Montréal. Donc, je suis accrédité pour les matchs saison régulière, les conférences d'après-match et tout. Donc, présentement, je devrais regarder le CF Montréal théoriquement, mais je suis avec vous, donc bien content d'être ici. On va se retaper le match tantôt en espérant peut-être une victoire, mais les attentes ne sont pas très élevées. Après le 5-0 de la dernière fois, les attentes sont basses. Ouais. Le Philémus, comment vas-tu? Ça va très bien, Guilax, toi? Ça va super bien. Je suis content de vous retrouver, les boys. Un petit brief d'actualité avant de commencer à parler un peu plus de foot. On l'a vu cette semaine, il y a une situation qui est de plus en plus problématique au Mexique. Il y a un chef de cartel qui s'est fait assassiner par la police. Est-ce que, je vous pose la question comme ça, at large, est-ce que vous avez peur pour les préparations de la Coupe du Monde en tant que telle? Adam? Honnêtement, oui. Ça peut causer beaucoup de problèmes. Maintenant, c'est arrivé aujourd'hui, mais je ne sais pas si on est à 4 mois de la Coupe du Monde, ça va quand même être chaud, mais je pense qu'on est toujours correct vu que c'est au Mexique, puis que peut-être que 10% des matchs sont au Mexique, donc franchement ça va, mais c'est quand même alarmant. Philémon, je te regarde. Ouais, non, c'est juste que la FIFA est tellement une organisation de façade, là, dans le sens que l'apparence est la priorité pour eux. J'ai l'impression qu'ils vont tout faire pour que tout se passe normalement, même s'il y a des meurtres dans la rue, là, à 2 km de là. Félix, as-tu quelque chose à rajouter? Ben, honnêtement, non, mais aux États-Unis aussi, ça brasse. Donc, juste présentement, c'est pas le climat idéal pour avoir une Coupe du Monde, mais en même temps, avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar, on avait aussi des questionnements. Puis finalement, tout s'est bien passé. Donc, à voir. C'était plus des questionnements humanitaires en 2022 à ce moment-là, sur les conditions des travailleurs qui ont travaillé sur la construction de tous les stades. Là. Exact. Ben, ça va un peu dans le sens de ce que je disais, où le tournoi s'est super bien déroulé. L'organisation était impeccable, mais parallèlement, il y a des gens qui sont décédés pour la préparation du tournoi. Voilà. Alors aujourd'hui, pour cet épisode, on vous a préparé une petite capsule où on va pas mal parler justement de tout ce qui se passe dans le groupe A, donc qui est exactement le groupe du Mexique. On va commencer par exemple par parler des 2 matchs de barrage qui vont se dérouler entre des équipes de qualification européenne. La première équipe où je veux qu'on fasse un petit zoom-in, ça va être l'équipe du Danemark. Donc le Danemark qui a subi une défaite crève-cœur contre l'Écosse pour justement ne pas se qualifier directement à la Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous pouvez me dire un peu en partant sur le Danemark? Félix, je vais te laisser commencer. Honnêtement, le Danemark, assez surprenant parce que avant la dernière journée de la trêve internationale, en novembre, et la dernière journée aussi des qualifs de la Coupe du Monde, le Danemark était premier en très bonne position, jouait la Biélorussie, donc un match où tu te dis 3 points faciles pour le Danemark. Ça termine 2-2 et par la suite, il y a ce match
Du côté de l'Écosse, où c'était un match remarquable, McTominay qui marque une bicyclette et par la suite un super beau but à la 94e, je pense. Donc vraiment un match incroyable. J'ai regardé le match du bureau, honnêtement, je pouvais pas travailler pendant ce temps-là. Mais c'est là où je me pose des questions par rapport au Danemark. Est-ce que l'expérience est là? Est-ce qu'il y a trop de jeunes joueurs présentement dans l'effectif? Il y a plusieurs points d'interrogation et on dirait que c'est une équipe qui est entre deux cycles. Donc, j'ai vraiment plusieurs questions par rapport au Danemark, mais en même temps, c'est une équipe qui est habituée à être au grand rendez-vous. Par contre, en 2022, ça n'avait pas très bien été pour eux. Donc, à voir, mais honnêtement, ils vont commencer contre la Macédoine du Nord. Je pense que ça va le faire pour eux, là. OK. Qu'est-ce que... Philémus, as-tu une prédiction déjà? Ouais, je pense que le Danemark va gagner aussi. On a quand même de l'expérience dans les buts avec Schmeichel, on a Christensen en défense, on a Højbjerg, on a beaucoup de joueurs d'expérience, puis on a une belle jeunesse qu'on peut ajouter avec Dorgu notamment. Qui? Ballon Dorgu. Merci. Ballon Dorgu, on a Højlund qui a très bien rebondi en Serie A cette année. Je pense qu'on peut parler peut-être un peu d'une malchance là, dans cette première qualification ratée pour le Danemark. Puis j'ai pas l'impression qu'on va faire comme l'Italie là, depuis 2018. Je pense que le Danemark va être capable de clutch. Intéressant. Adam, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non, franchement, Danemark, équipe sur papier super forte, très très cohérent d'un point de vue collectif. Après, je vois pas une individualité ressortir. C'est sûr que, comme Félix avait dit, il y a les individualités d'antan comme Eriksen, Højbjerg, ils sont quand même à court de vitesse. Donc aujourd'hui, si tu me dis Danemark, je peux même pas te nommer un joueur qui ressort du collectif. Puis c'est vrai qu'ils ont une bonne défense. Dorgu joue à United par exemple, mais ça reste un défenseur. Ils n'ont pas ce joueur étoile, soit au milieu de terrain, soit en attaquant, soit en attaque. Dorgu, c'est encore drôle parce que je pense que récemment, on commençait à le comparer de plus en plus à un profil de joueur à la Gareth Bale. Je ne sais pas à quel point je suis d'accord, même en étant fan de United, de cette comparaison-là. Mais c'est sûr que ça pourrait permettre une forme de versatilité du côté gauche, en fait. Ouais, puis on le sait aussi défensivement, au poste de latéral gauche, il y a Christiansen aussi qui est passé par Leicester, qui pourrait jouer là. Mais moi, honnêtement, je pense que Rasmus Højlund, ça va être le facteur X de cette équipe-là. Si tu me dis c'est le Højlund de Manchester United, je te dis que le Danemark va avoir beaucoup de difficultés. Mais présentement, avec Napoli, il a trouvé un second souffle. Je dirais que présentement, c'est peut-être les meilleurs moments de sa carrière, sa jeune carrière. Donc, s'il peut continuer comme ça, honnêtement, le Danemark a des bonnes chances, là. OK. Puis si on parle un peu de leurs adversaires, là, je sais que la Macédoine du Nord, c'est pas nécessairement là, un pays qu'on est habitué de voir dans ce genre de gros tournois-là. Est-ce que vous avez déjà un petit ressenti face à leur formation, face à ce qui va arriver? Félix? Macédoine du Nord, écoute, je pense que c'est la force d'un collectif, mais c'est surtout une équipe qui, en 2022, avait battu l'Italie et par la suite a réussi à jouer un match. Donc, un match... tu gagnes, tu vas à la Coupe du Monde, tu perds et tu retournes à la maison. Face au Portugal, malheureusement, ils ont perdu. Mais je pense que ça, honnêtement, ça peut faire peur à une équipe comme le Danemark. Et cette occasion-là, sur 2 matchs, tu remportes les 2. Tu peux remporter au tir au but en prolongation, mais tu vas quand même à la Coupe du Monde. Alors, il y a quand même un coup à jouer pour la Macédoine du Nord, malgré que c'est une équipe qui compte un seul joueur qu'on connaît, qui n'a pas beaucoup de minutes avec Napoli, c'est Elmas, le milieu de terrain. Le reste, c'est des joueurs qui jouent dans les ligues domestiques. Et tout de même... Tout peut arriver, on le sait, hein, c'est des qualifications et on n'est pas au bout de nos surprises. Non, effectivement. C'est sûr que moi, quand je pense à la Macédoine du Nord, j'ai pas le choix de faire un shout-out à Goran Pandev. Adam, on en parlait un peu avant l'émission. C'est un joueur qui m'a beaucoup marqué sur FIFA Ultimate Team en 2012, back in the days. Fait que c'est sûr que là, en ce moment, de les voir, c'est 14 ans plus tard, possiblement une qualification de Coupe du Monde, ça me surprend un peu. Adam, qu'est-ce que t'en dis? Non, c'est vrai, Pandev, là, cette légende sur Ultimate Team. Je m'en rappelle quand t'avais pas de budget, tu le prenais avec sa fameuse coupe. Non, franchement, comme Félix l'avait dit, moi, honnêtement, je pense que c'est trop léger pour la Macédoine. Non, je vois directement le Danemark passer au prochain tour. Puis ils sont seulement là puisqu'en Nations League, dans un groupe très faible, avec l'Arménie, les îles Féroé, des équipes comme ça, ils ont fini premier. Donc c'est la seule raison pour laquelle cette équipe-là peut peut-être jouer la Coupe du Monde. Puis on le sait, à l'Euro 2020, qui s'est déroulé en 2021, ils ont perdu tous leurs matchs, c'était catastrophique, c'est très difficile.
Si j'avais à parier, les gars, ça serait Danemark. Oui. Puis Mhm. l'Italie, qui avait en 2022 un peu ce complexe là, d'avoir déjà raté sa qualification en 2018, ça a peut-être joué. Qui se mettait aussi beaucoup de pression sur les épaules en sortant de cet Euro 2021 remporté. Le Danemark, on n'a pas le même complexe là, de ce côté-là. On parle quand même d'un pays qui se qualifie à chaque fois, qui a des joueurs d'expérience, qui sont forts mentalement, qui ont aussi bien performé à l'échelle mondiale dans les dernières années. Bon, la Coupe du Monde 2022, ça a été pas super facile pour le Danemark, mais bon, ça reste qu'on a beaucoup de joueurs de caractère. J'ai pas l'impression que le facteur barrage 2022, Macédoine du Nord contre Italie, va entrer dans la tête de ces joueurs. On se souvient aussi des performances en fait, à l'Euro, c'était très difficile, qui ont perdu leur capitaine, Christian Eriksen. Ouais. Premier match, qui a fait une attaque cardiaque au début de la partie. Fait que c'est sûr que ça les a un peu malheureusement ralentis. Mais là, ça va être aussi son dernier, peut-être son swan song à Christian Eriksen, parce qu'il en reste plus grand dans les jambes, comme on a vu de son temps à Manchester United. Mais même en 2021, même malgré cet incident-là, ils se sont rendus en demi-finale. Ouais. Pour le rappeler quand même, avait perdu contre l'Angleterre, qui avait ensuite perdu contre l'Italie. Ça fait encore mal. J'ai encore des cicatrices de ces moments-là. Si on passe maintenant aux deux autres équipes repêchées dans ces playoffs, barrage pour la Coupe du Monde, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Y en a-tu un de ces deux pays-là qui vous fascine un peu plus que l'autre? Moi, c'est l'Irlande. Je suis vraiment un fan de la culture anglaise de foot. Et de ce que j'ai vu de cette équipe-là, c'est proper British football. C'est longue touche, envoie le ballon à la surface, sur le corner, les deux centraux, ils montent, puis on veut jouer un ballon de la tête, on veut jouer physique dans la surface de réparation. On commet une faute sur le gardien, mais vraiment, mentalement, c'est une équipe qui est très soudée. Ils n'ont pas beaucoup de superstars, mais on l'a vu lors de la trêve internationale de novembre. Encore là, Troy Parrott, 5 buts en 2 matchs, doublé contre le Portugal et triplé lors du dernier match face à la Hongrie, but à la 96e. Les scènes de ce but-là, c'est quelque chose que je regarde encore. Les TikTok, je consomme les TikTok et j'en vois encore. Et puis à chaque fois, ça me donne des frissons. Le but pour qualifier une nation qui n'est même pas la mienne. Mais sérieusement, ils arrivent avec ce momentum-là et ça peut faire mal. Une équipe comme la Tchéquie, c'est pas une puissance du foot. Là. Et l'Irlande, tu as un bon collectif, tu as un entraîneur, tu as 2 résultats qui sont marquants tout de même. Alors, pourquoi pas? Est-ce que ça pourrait donner justement, là je vais plus donner un exemple dans la Coupe de l'Europe, fait que l'Euro, est-ce que ça pourrait nous donner une surprise comme l'Islande avait fait en 2016 justement? Ben, dans le nouveau format, tout est possible, mais je pense que les gars à côté de moi vont le dire. C'est un groupe, oui, qui est ouvert, mais par la suite, le groupe B, c'est une autre partie. Tu as la Suisse, l'Italie, le Canada. Donc, si tu passes le groupe A, ça va être difficile par la suite, mais il y a beaucoup de surprises. Je pense pas que l'Irlande, ça va en être une, mais ils peuvent se qualifier assurément. OK. C'est le genre de nation qui me rappelle un peu, tu as mentionné l'Islande, la Géorgie également à l'Euro 2024, la petite nation, quoique la Géorgie, il y avait plus de talent individuel, mais petite nation vraiment portée par un peuple qui est extrêmement passionné. Je pense qu'on va tous un peu prendre pour l'Irlande à notre manière, là, mais j'ai l'impression que ça va être compliqué contre le Danemark, là, si jamais ça passe contre la Tchéquie. Ouais, mais quand je regarde, puis Adam, je vais te laisser peut-être y aller avec ça, mais quand je regarde l'effectif irlandais, je les connais pas nécessairement, mais je vois des noms qui sont familiers, comme par exemple Seamus Coleman, qui est probablement lui aussi dans ses dernières jambes, une légende de Ultimate Team, Adam, comme on avait mentionné avec Pandev. Qu'est-ce que tu peux me dire aussi? As-tu d'autres choses à rajouter sur l'Irlande? Non. Comme tu as dit, équipe somme toute méconnue, on va dire, du grand public. Ça joue Premier League Championship. Mais oui, définitivement, Coleman, par exemple, 37 ans, mais toujours un joueur de beaucoup de... Comment dire? J'ai oublié le mot. Expérience. Ouais, d'expérience, voilà. D'expérience. Donc, toujours là, présent. Donc, voilà. Puis la Tchéquie, c'est une équipe qui va complètement dans une direction opposée que l'Irlande. Je pense que c'est leur pire phase de qualification de la Coupe du Monde. Ils ont perdu contre les îles Féroé, 198e au monde ou quelque chose comme ça. C'est vraiment pas une nation de foot. Donc, est-ce que tu as une équipe qui va pas bien avec des figures d'équipe nationale qui ont pris leur retraite, des joueurs comme Soucek qui se fait vieux, pas vraiment de relève, des joueurs qui jouent beaucoup en ligue domestique également, et de l'autre côté, l'Irlande qui est sur un high tellement haut que sérieusement, ça peut faire un bon match,
Mais avantage à l'Irlande pour ma part, en tout cas. Parce que vous pensez pas justement qu'un joueur comme Souček qui joue la Premier League, donc qui joue quand même dans une ligue avec énormément de talent et de beaucoup de profondeur, mais lui étant un milieu un peu plus défensif, c'est pas nécessairement lui qui va avoir le plus gros impact justement, puis qui va être le spark plug pour son équipe, right? C'est sûr, mais ça reste qu'il y a Patrick Schick en attaque. Ouais. Qui va faire ce travail-là. Puis Souček est quand même capable de se lancer dans la surface. Il marque beaucoup de buts de la tête, puis ça reste le leader. Donc ça reste quand même un peu en mode Fellaini, un milieu de terrain, mais qui sait se rentrer dans la surface puis marquer de la tête. Donc ça fait quand même deux attaquants, on va dire, Puis en attaque. Puis en même temps aussi, Souček a quand même remporté un trophée européen avec West Ham, la Conference League. Je vais juste parler de ce trophée-là parce que j'ai un autre fan. Incroyable trophée. Incroyable. Un autre fan d'un club qui a remporté ce trophée-là aussi. Fait que je voulais que je fasse le petit segment d'introduction, mais en même temps, c'est sûr que ça va être deux matchs qu'on va être intéressés, regarder, voir ce que ça va donner à apporter à la Coupe du Monde en tant que telle aussi. Oui, puis surtout, ça arrive bientôt, c'est fin mars, donc c'est, je pense, le mercredi et le jeudi 25-26 mars. J'ai regardé avant, c'est pour ça que je m'en rappelle. Mais Tchéquie aussi, il y a un joueur, un facteur X pour moi, c'est Pavel Sulch. Il joue avec Lyon, il a 13 buts depuis le début de la campagne. C'est un joueur qui arrivait du Victoria Plezen, je ne sais pas exactement si je l'ai bien prononcé, mais un gars qu'on connaissait pas trop, et à Lyon, présentement, c'est un titulaire indiscutable, c'est le maître à jouer de l'équipe. Et il y a Hendrick qui joue aussi avec Lyon. Ça en dit beaucoup sur l'équipe, mais ça en dit aussi sur le caractère de si tu es une équipe nationale et que tu reposes seulement sur un seul joueur comme ça, Patrick Schick qui est plus titulaire avec Bayern Leverkusen, il manque peut-être de profondeur et c'est peut-être le temps de recommencer un autre cycle. Mais est-ce que justement vous n'avez pas peur que le downfall complet de Leverkusen depuis que Xabi Alonso a quitté le club, ça va pas faire mal justement à Patrick Schick un peu? Ben, ça reste quand même une équipe bonne, on va dire. Ils sont en 8e de finale de Ligue des Champions, donc franchement, ça va. Puis, Bayern Leverkusen tout le temps là. Donc, je pense que Patrick Schick va être en forme pour le reste. Ça va être un bon attaquant. C'est le genre de joueur qui est bon, qui peut être bon en équipe nationale, même quand c'est plus difficile en club également. Il l'a quand même démontré dans le passé. L'Euro 2021 avait marqué plusieurs buts, si je me souviens bien. Avait été un facteur clé de son équipe à ce moment-là. Fait que moi non plus, je suis pas trop inquiet pour lui. J'ai l'impression qu'il peut être un joueur clé pour la Tchéquie dans ce match-là. En fait, il faut qu'il marque si la Tchéquie veut. Ouais, puis j'avais oublié, mais c'est vrai, Euro 2021, meilleur marqueur du tournoi, Patrick Schick. Il avait marqué du milieu du terrain cette frappe-là. Oui, c'est vrai. Cette frappe qui a déjoué tout le monde. Le gardien, je pense, c'est pété à gueule dans le but. C'est un méchant but, ça. Je me rappelle de ce but-là de Patrick Schick à l'Euro 2021. Mais tu sais, justement, vous avez parlé de l'âge de Thomas Souček. Patrick Schick, qui est pas très loin derrière non plus, il a quand même 30 ans aussi. Fait qu'est-ce que justement, on n'aura pas nécessairement le même effet à ce niveau-là, parce que la position d'attaquant, c'est quand même une position où justement, on a de plus en plus de jeunes joueurs qui performent. Comme par exemple, j'aime pas ça dire ça, mais Højlund. Il n'y a pas beaucoup de profondeur dans l'équipe de la Tchéquie. Quand tu regardes le banc, c'est des joueurs comme Cherny, des joueurs qui sont en fin de cycle, qui jouent dans des ligues compétitives encore, mais ça n'a pas trop de minutes. Et même Tchèque, pas beaucoup de minutes, donc il n'arrivera pas en jambes pour la Coupe du Monde, mais aussi pour ces matchs de barrage, là, le 26 mars, il ne sera pas en jambes, mais tu as besoin de joueurs qui arrivent et qui sont prêts physiquement à donner beaucoup, alors que la saison est quand même longue. Les Leverkusen jouent sur beaucoup de tableaux, autant en Coupe, en Champions League et en Ligue également. C'est quand même inquiétant. Mais tout de même, tu as 2 matchs pour la Coupe du Monde et je pense que la Tchéquie assurément va les prendre ces 2 matchs-là. Il y a quand même des regrets sur cette phase de qualification, sachant que oui, tu avais la Croatie, mais le reste des équipes, c'était jouable. Et la Croatie n'a pas connu sa meilleure phase de qualification aussi. C'est une équipe également qui est en fin de cycle. On sait Modric, Brozovic, Kovacic, nomme-les en hitch, tous ces gars-là. C'est un peu derrière eux leurs belles années. Là. Puis est-ce que justement, quand on parle des qualifications en Europe, est-ce que vous pensez que c'est un format qui va pouvoir durer, d'avoir autant d'équipes européennes qualifiées? Parce que là, on le voit qu'il y a de plus en plus de surpuissances européennes qui sont en pente descendante. Fait qu'est-ce que c'est encore une bonne idée de donner autant de place à ces équipes européennes-là? Est-ce que ça brime pas peut-être des opportunités pour d'autres pays? C'est une question compliquée dans un format 48 équipes, dans le sens où on a doublé le nombre d'équipes africaines, le nombre d'équipes asiatiques.
si on regarde la zone Asie, j'ai l'impression qu'il y a amplement d'équipes qui... Si on regarde les équipes qui sont qualifiées, là, ça ne va pas nécessairement se rendre très loin dans le tournoi. J'ai l'impression que la Tchéquie reste un meilleur club que la Jordanie, par exemple. Okay. Je pense que la comparaison est intéressante avec l'Afrique puis avec l'Amérique du Sud. L'Afrique a de plus en plus de profondeur. On le voit à chaque Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que, j'ai pas le chiffre exact en tête, là, c'est 8 ou 9 équipes, je crois, africaines qui sont qualifiées à la Coupe du Monde. Pas sûr. Est-ce que c'est suffisant? Pas certain, là. On voit que le Nigeria a raté sa qualification, mais le Nigeria est définitivement une meilleure équipe que la République tchèque, par exemple. Là. Ouais, effectivement. Plus de profondeur en Afrique. Est-ce que pour avoir un rééquilibrage, je pense que oui. Puis Adam pourra le dire, mais en Afrique, se qualifier pour la Coupe du Monde, c'est un champ de bataille. Là. Ah ouais, c'est long. Hein? Ouais, non, c'est un champ de bataille. Comme tu l'as dit, tu te qualifies en Coupe du Monde, surtout dans l'ancien format à 5 équipes. Tu passes, tu te qualifies pour la Coupe du Monde, c'est comme si tu avais gagné la Coupe du Monde totalement. Okay. Là. Mais maintenant, à 9-10 équipes, franchement, pour l'Afrique, je pense que c'est quand même assez honnête, sachant que tu as quand même la plupart des équipes des gros pays qui se sont qualifiés, à part peut-être le Nigeria puis le Cameroun. Que tu représentes avec ton chandail aujourd'hui, ouais, en plus. Exactement. On fait honneur à cette belle nation africaine du foot. Mais ouais, c'est ça. Je pense que pour ce qu'on a en tant que qualifié à la Coupe du Monde pour l'Europe, ça va honnêtement. Okay. Parce que peut-être qu'un Tchéquie, pour l'instant, c'est pas wow sur papier. On dit que c'est pas incroyable. Mais contre, par exemple, Nigeria, je sais pas si Nigeria pourrait gagner, par exemple. Honnêtement, ça ferait un match qui peut se relever. En même temps, le Nigeria, actuellement, on le voit, il y a Ademola Lookman qui est en train qui explosait déjà sur la scène internationale, mais là, qui explose encore plus dans un gros club comme l'Atlético Madrid, quand même. Fait que ça, c'est sûr que c'est des joueurs vedettes qu'on aurait pu amener et qui auraient pu peut-être changer la donne de la Coupe du Monde au complet, comme une équipe qu'on va parler dans notre prochain segment, le Mexique, qui avait surpris tout le monde en 2018 en éliminant l'Allemagne. Justement. Ouais. Puis avant de terminer un peu, pour terminer en fait sur ton point, on parlait de est-ce que les pays européens devraient avoir plus de place? Tu as un argument qui dit que c'est les meilleurs pays au monde, c'est les meilleures nations de foot. La Norvège se qualifie pour la première fois de son histoire, ben pas la première fois, mais depuis un bon bout de temps. Et c'est une équipe qui, sur papier, est parmi les favoris pour se rendre en quart de finale. Par la suite, ça va être compliqué, mais reste que c'est une belle nation. Et là, tu as des pays comme, je pense en CONCACAF, surtout, Curaçao est qualifié. Tu as des pays qui jouent des barrages comme la Jamaïque qui vont peut-être se qualifier. Donc, tu as beaucoup d'histoires là-bas et tu te dis, est-ce que tu vas avoir un pays qui participe pour la première fois à une Coupe du Monde et qui peut marquer l'histoire? Un petit pays comme Curaçao qui se qualifie avec un sélectionneur qui avait 78 ans. Finalement, il a step down. Il ne sera plus l'entraîneur de l'équipe pour des raisons familiales. Mais c'est une belle histoire et c'est ce que tu veux voir dans une compétition comme ça. On se rappellera tous de la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010. Le premier but, le Tchabalala, le commentaire, on l'entend encore. Puis les scènes, la célébration et tout, c'est ça qui fait que le foot, c'est beau. Et surtout le foot international. Tu veux voir ton pays avoir une occasion. Comme le Canada en 2022. En 2022. C'était, je pense, le plus beau moment de ma vie. Juste maintenant qu'ils perdent contre la Belgique. Par la suite, ma journée était scrappée. Mais c'est ce genre d'affaires-là que tu veux voir. Mais en même temps, si tu veux un tournoi avec les meilleures équipes au monde, tu as plein d'équipes comme la Jordanie qui ne pourraient pas jouer. Et puis l'Ouzbékistan aussi. Donc Haïti. Ouais, Haïti, c'est vrai. Ouais, ça, Haïti. Restez chez vous quand il va y avoir Haïti-Maroc. C'est parce que Montréal part en couille, c'est sûr et certain. Ça va être crazy dans Saint-Michel. Sur ce, avant de clôturer ce segment, Philémus, tu as fêté ton anniversaire récemment, je crois. Ouais, le quart de siècle. Le quart de siècle. Bon, ouch. Ouch. Moi aussi, j'ai passé par là. Ça donne un petit coup, mais on a décidé de prendre un petit moment pour te célébrer. Donc, on a une petite surprise sucrée pour toi. J'espère que tu as la danse sucrée aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si la régie est prête à m'apporter incroyable. Ça. Donc, bonne fête, mon Philémur. Tu es un excellent. Merci d'être encore une fois parmi nous aujourd'hui. Merci. Merci tout le monde. Incroyable. Il va se gâter. Yeah! Ah ouais, je me gâte en le dress. Faut-tu que je le mange en tape ou...
Ouais, tu fais ce que tu veux, mais pendant que tu manges, moi, je vais tout de suite vous inviter à rester des nôtres. On a un nouveau segment qui va arriver bientôt. On va parler de l'Afrique du Sud et du Mexique, justement. Restez des nôtres. OK. Bienvenue dans ce take 3 du retour de l'épisode Rodéo de l'aile en direction vers la Coupe du Monde. Les gars, bienvenue par nous. Alan, bienvenue dans cet extrait. Comment tu te sens? Un grand plaisir. On est là pour griller, drop des facts aussi avec mon boy Félix, mon boy Adam et mon fils Gilax. You already know. Non, je suis pas ton fils, là. Arrête de niaiser. Là. Mon gobelin d'abord. Donc, les gars, comme on l'a dit un peu dans l'introduction de fin du premier segment, on va parler un peu de la première nation hôte, le Mexique. On en a parlé dans l'introduction, ça se passe pas très bien dans l'actualité. Félix, qu'est-ce que tu as à me dire sur l'état des fans du Mexique en ce moment? Ouais, ben tu me fais une méchante bonne pause sur le tape parce que en novembre dernier, écoute, le Mexique a joué contre l'Uruguay et les partisans ont hué un 0-0. Alors que l'Uruguay, c'est une bonne nation de foot. Et c'est là où je pose des questions. Je me dis, t'es organisateur de la Coupe du Monde et clairement, le Mexique, parmi le Big Three en CONCACAF, là, avec les États-Unis et le Canada, c'est une des nations qui est de plus en plus en déclin. Il y a des joueurs qui, oui, sont dans des top clubs européens, mais t'as pas beaucoup de relève. On va en parler. Il y a quand même des pépites là, qui ressortent. Mais tout de même, dans une Coupe du Monde comme ça, au premier match contre l'Afrique du Sud, tu perds 1-0 à la 30e, mais l'Afrique du Sud marque le premier but. Les partisans peuvent rapidement se tourner contre toi. D'un autre côté, si ça va bien, ils peuvent te propulser jusqu'à un huitième de finale ou peut-être pas quart de finale, j'abuserais pas, mais tu comprends un peu le principe. Alors honnêtement, la pression, est-ce que les Mexicains peuvent gérer cette pression-là? C'est là où je te pose la question. Tu as quelques joueurs vedettes, mais encore là, tu n'as pas une équipe qui est portée par un Guillermo Ochoa, Prime, qui, à chaque Coupe du Monde, se présentait, faisait des arrêts incroyables, était le visage du Mexique. Il ne sera pas là cette année. Donc, je pose beaucoup de questions. Peut-être que ça va passer par les jeunes, parce que c'est une équipe qui entre deux cycles. Il y a Gilberto Mora, notamment, qui est un jeune joueur de 17 ans, dont on va entendre parler dans le futur, assurément. Donc, je pose des questions, mais je pense qu'Alan, tu connais un autre jeune, un jeune prodige. Ben certainement, mais il y en a deux en particulier aussi qui m'ont captivé. Je te dirais que le premier, l'attaquant Armando González, qui joue à Chivas actuellement. Très jeune joueur, je pense de 22 ans aussi, très grand, 6 pieds 1, qui est un attaquant qui a un style pas nécessairement similaire à Raúl Jiménez, qui est plus un attaquant, tu vois, les attaquants plus poachers, les attaquants plus typiques aussi. Tu sais, ce gars-là, il est vite également, donc il apporte une vitesse de jeu. Il apporte également un bon volume de jeu aussi, puis jusqu'à présent, malgré que sa carrière est très jeune, il y a également un bon jeu au dernier carré aussi, fait que il faut le capter. Après, je pense que Félix en a mis un bon point. Je sais pas à quel point, vu qu'on est en deux cycles, à quel point ça va permettre au Mexique de pouvoir avancer plus loin, mais on ne sait jamais. Peut-être on ne sait jamais. Il y a Obed Vargas aussi, que toi et moi on a discuté, Félix, qui a fait le transfert de Seattle à l'Atlético Madrid durant le transfert hivernal. Un autre milieu qu'il faut regarder, un milieu box-to-box, donc un milieu numéro 8 aussi. Très similaire un peu à Cristian Roldan aussi, de ce que j'ai vu. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est je pense qu'il est salvadorien. Ouais, puis il joue pour les Sanders. Puis il a gagné 2 championnats aussi. Donc, un style de jeu très similaire, mais bon, là, il a fait le grand saut vers l'une des 5 meilleures ligues en Europe, la Ligue espagnole. C'est à voir, mais bien sûr, les deux, je pense qu'il faudrait garder un bon œil sur les deux. Là. Puis toi, Adam, comme je l'ai mentionné dans le segment précédent, le Mexique en 2018 avait quand même causé une surprise en battant l'Allemagne. Est-ce qu'un de ces joueurs-là, justement, Irving Lozano, est-ce que le fait que lui il est passé de l'Europe à la MLS, tu penses que ça va affecter les chances du Mexique? Franchement, oui. Ça pourrait affecter parce que Lozano, ça restait un grand attaquant qui avait beaucoup d'expérience. C'était comme un peu l'image de cette équipe-là. C'est sûr que maintenant, il n'y a pas ce joueur-là, star, qui ressort. Tu sais, on avait parlé du Danemark. Ils sont quand même dans le même cas. Ça reste quand même très léger. C'est sûr que Lozano sera là, mais il est quand même en perte de vitesse. Donc, à voir. Ouais, puis on parle des vedettes mexicaines. Tu as Edson Alvarez qui joue avec Fenerbahce. C'est pas nécessairement le joueur que tu vas avoir dans ton équipe, qui peut mener du moins ton équipe. Raúl Jiménez qui joue à Fulham et Santiago Jiménez qui, lui, est blessé depuis 6 mois, 8 mois. C'est un joueur qui n'a pas joué pratiquement cette saison, blessé à la cheville. Et à 3 mois de la Coupe du Monde, il y a des sérieux points d'interrogation. Et c'est pour ça que, pour moi, le Mexique, quand tu regardes leur effectif en 2022 et pourquoi ça avait été difficile pour cette équipe-là dans un groupe avec l'Arabie Saoudite, l'Argentine, mais un groupe qui
prenable pour eux, un groupe où ils auraient pu se qualifier. Ça doit passer par les jeunes, je pense. Gilberto Mora, Abel Vargas, on a parlé de ces joueurs-là. Mais tu dois trouver une manière d'aller chercher des joueurs qui évoluent en Europe dans les plus grosses ligues, des joueurs qui peuvent impacter ton équipe, qui ont une expérience face à de joueurs vedettes, mais aussi une expérience sur les compétitions européennes, que ce soit l'Europa League, la Conference League ou encore même la Champions League. C'est du bagage de plus que tu peux amener à une équipe qui, présentement, en 2022, là, 9 joueurs seulement de l'effectif évoluent en Europe. C'est pas assez pour une équipe comme le Mexique. Et tu dois peut-être aller regarder d'autres joueurs, des joueurs qui figuraient pas dans ton équipe nationale ou du moins qui n'étaient pas sur ton radar. Je pense à Marcelo Flores qui a décidé de représenter le Canada au lieu du Mexique. Ça en dit long pour moi. C'est un joueur qui est solide et qui a un beau futur devant lui, mais il ne veut pas jouer pour le Mexique. Donc, tu te dis, le projet n'est pas là, l'équipe n'a pas assez de qualité pour qu'il représente le Mexique parce que clairement, lui, il ne veut pas jouer là. Et Julian Arroyo, ça, c'est un autre joueur qui a tout récemment été appelé avec l'équipe mexicaine, a passé par Bournemouth, a aussi été transféré à l'équipe réserve du Barça. Présentement, il est en prêt au Celtic. Un joueur comme ça qui avait la binationalité, il doit être sur ton titulaire. C'est un défenseur droit qui joue dans les plus grosses ligues européennes. Il a joué en Premier League avec Bournemouth. Comment tu peux asseoir un gars comme ça? Tu peux pas te le permettre, t'es le Mexique. Tu n'as plus la force de frappe que tu avais auparavant. Tu n'as pas Carlos Vela, tu n'as pas Chicharito. Chucky Lozano. Chicharito. Chicharito, le fan de Manu est content qu'on parle de Chicharito, mais même Chucky Lozano, trop vieux, il n'y a plus d'affaires dans cette équipe-là. Donc, sérieusement, je pense que le virage jeunesse, c'est la manière à privilégier. Mais encore là, est-ce qu'ils peuvent gérer cette pression-là avec la nation haute? À 17 ans, Gilberto Mora, ça va être sa 3e Coupe du Monde en 9 mois. Il a joué avec les U17, avec les U20, et là, il va jouer avec l'équipe nationale. C'est fou, là. Et ce joueur-là, c'est un de tes joueurs clés. C'est peut-être la révélation du tournoi, mais il a 17 ans. En même temps, tu dis Marcelo, est-ce que lui, par contre, tu sens que quand même, il a choisi le Canada, mais il aurait pu quand même l'aider le Mexique? Là? Parce que moi, je sens que s'il a choisi le Mexique, après, je ne connais pas, mais si moi je vais par mon propre jugement, moi je pense qu'il a choisi le Canada par manque d'options au Mexique. Par exemple, je pense qu'il rentre dans le 11 du Canada, mais pas nécessairement dans le 11 du Mexique. Je sais qu'il y a beaucoup de pépites aussi. De Edson Alvarez, que moi je pense qu'il va être 100% dans le 11 partant, mais je pense pas qu'il rentrerait. Il est blessé actuellement, Edson Alvarez. Il est blessé actuellement, mais il va faire certainement partie, je pense, du 11 partant du Mexique. Comme tu dis, je pense que ce que ça prend, c'est justement une expérience aussi. Mais actuellement, tu peux pas mettre non plus toute ta pression sur ce jeune de 17 ans, malgré que, oui, il fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, puis apparemment, il est grandement bon. Mais comme on peut le voir à Chelsea, c'est pas juste ça qui prend aussi, c'est de l'expérience. Donc, je sais pas à quel point. Mais si tu regardes, puis tu parlais tantôt, tu disais qu'il y avait des joueurs au Mexique, qu'il y en a juste 9 qui jouent en Europe. Là. Ouais. Tu peux relier ça à l'autre équipe, à l'Afrique du Sud, qui est dans le même groupe. Ouais. Il y en a comme quoi? Combien de joueurs qui jouent en Europe? Je pense qu'ils sont très peu. Là. Mais Lyle Foster, qui joue à Burnley, c'en est un. Sinon, je pense qu'il y a un défenseur centre aussi qui joue en Europe, mais c'est vrai, l'Afrique du Sud. Puis je pense qu'il y a genre 2 joueurs en Arabie Saoudite aussi. Oh boy, c'est petit un peu sur mon iPad, mais je pense que ça, c'est le logo de Queen's Park Rangers, Tylen Smith. OK, ça, c'est en 2e division, tu vois. Fait que c'est ça. Ouais. Mais ça reste quand même du football anglais. Ouais. C'est quand même mieux que la MLS. Ouais, puis si... Ouais, mais là, si on parle de l'Afrique du Sud, je sais pas si tu t'en es là, Guillaume. Ouais, j'avais peut-être une dernière question pendant qu'on parlait du Mexique, puis ça va peut-être relier à d'autres nations qu'on va parler un peu plus tard dans les épisodes futurs, mais vous sentez pas un peu qu'il y a un changement de paradigme avec le Mexique? Donc, pendant des années en Coupe du Monde, quand on pensait à l'Amérique du Nord, c'était surtout le Mexique qui ressortait. Mais là, c'est plus nécessairement le cas pour cette nation dominante du foot, n'est-ce pas? Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Puis, tu sais, tantôt, Alan, il disait que le Mexique était encore... meilleur que le Canada. Mais aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait une grande longueur d'avance sur le Canada, tu vois. Non, ça c'est sûr. Les deux, ça reste quand même plus ou moins du même niveau. Mais moi, je pense que le Canada, comme on a pu le voir aussi, malheureusement, ils sont pas allés plus loin que la phase de groupe à Coupe du Monde. Je pense qu'ils avaient un groupe relevé aussi, puis c'est leur plus grande expérience là-dedans aussi. Mais si on regarde, le Canada était capable d'affronter le Mexique en 2022. Je pense qu'ils ont fait un draw au Mexique, donc une égalité, puis une victoire au Canada, non, si je ne m'abuse. Dans la neige. Dans la neige, exactement. Au Ice Teca. Ah, c'est ça. Ça, c'était incroyable moment de foot canadien en passant. C'est ça. Donc, moi, je pense que le Canada ont leur argument, si on compare les 3 nations, puis on reste juste avec eux. Au niveau des États-Unis, bien sûr, ils ont un coach expérimenté avec Mauricio Pochettino, mais je vois qu'ils ont de la misère aussi, puis on peut le voir dans les compétitions. La Gold Cup, je pense que c'est le nom, c'est ça.
les États-Unis sont pas tant forts non plus. Si on regarde leur niveau de jeu, c'est pas quelque chose qui m'impressionne nécessairement. Pourtant, ils Ouais. ont le LeBron James of football. Politique. Ouais. Ben, ils ont bien des affaires, mais ils n'ont pas nécessairement au niveau footballistique. Je trouve pas que présentement c'est une nation. Donc, je dirais avec le Canada en premier, Mexique quand même deuxième place, peut-être les États-Unis en troisième place. Là. Mais est-ce que justement, vous pensez pas qu'on pourrait faire un ajustement entre les États-Unis et le Mexique? Parce que je pense que vraiment, moi, de mon opinion personnelle, je trouve vraiment que c'est le Canada qui ressort le plus avec des meilleurs éléments, parce que j'aurais jamais cru voir de mon vivant, honnêtement. Là. Fait que non, c'est sûr que ça nous fait quand même une bonne fierté canadienne, un peu. Ouais, puis tu sais, juste pour avant que tu passes au prochain sujet, je pense que si on est pour garder un œil puis comme aller dans un univers plus niche, en mode hipster football, je pense que ce serait bien intéressant d'aller voir justement le 17 ans, le jeune de 17 ans du Mexique, lui, Abed Vargas, encore une fois, puis celui que j'ai énuméré, l'attaquant numéro 9. Je pense que c'est des joueurs qu'il faut garder un œil, puis on peut le voir vraiment. Après, c'est des rumeurs, mais bon, le Barça serait intéressé justement avec lui, Mariano Vargas, je m'abuse. Donc, c'est ça, il faudrait regarder. Il y a peut-être quelque chose qui va se bâtir, peut-être pas à cette Coupe du Monde, mais au moins ils vont gagner d'expérience, puis pour la suite des choses, on va peut-être les voir grandir ensemble, puis peut-être bâtir une belle équipe. Puis maintenant, pour passer à la prochaine équipe, Félix, tu en as parlé un peu tantôt du moment historique qu'on a vécu en 2010, quand justement l'Afrique du Sud avait marqué leur premier but. J'ai malheureusement oublié, c'était contre qui? Mexique. Oh boy, c'est exactement contre le Mexique en plus, game. Donc ça, c'est sûr que c'est pas une nation qu'on associe souvent au foot. Là, c'est sûr que dans notre génération, il y a eu la Coupe du Monde en 2010. Premier ressenti sur le pays. L'Afrique du Sud, c'est une équipe qui a beaucoup de joueurs qui jouent en Afrique du Sud, justement. Donc, dans la ligue là-bas, avec Kaiser Chiefs, Orlando Pirates, et puis Mamelodi Sundowns, une équipe qu'on a vue à la Coupe du Monde des clubs. Ils avaient quand même perdu seulement 4-3 contre Dortmund. Ils avaient battu Ulsan, l'équipe asiatique, et 0-0 contre Fluminense. Donc, tu dis que le foot africain est en train, surtout en Afrique du Sud, est en train de s'améliorer, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs qui jouent sur la scène européenne. Ça m'inquiète un petit peu. Mais tout de même, de Power of Friendship, c'est des joueurs qui se connaissent, un groupe qui est tissé, serré. Donc ça peut faire des dommages. Et on l'a vu, c'est une équipe qui, bon, en Coupe d'Afrique des Nations, ils ont passé leur poule. Une équipe qui joue quand même un beau foot. Il y en a qui disent que c'est le Brésil de l'Afrique. Je suis pas certain, mais tout de même, c'est une équipe qui peut proposer quand même du beau foot et peut peut-être surprendre certaines nations dans un groupe qui est relativement ouvert. Donc l'Afrique du Sud, ça pourrait être historique. Et leur entraîneur, Hugo Bruce, je pense qu'il a 74 ans. Mm-hmm. Le plus vieux ça va être le plus vieil entraîneur de l'histoire de la Coupe du Monde. Et à la fin de la Coupe du Monde, il va se prendre sa retraite. Donc, un dernier tour de piste. Pourquoi pas une qualification historique pour l'Afrique du Sud? Fait un autre Swan Song à l'horizon pour un autre pays dans le groupe A. Ouais. C'est à noter aussi que je pense qu'ils ont fini devant le Nigeria dans leur groupe aussi. Puis le Nigeria, pour moi, c'est l'une des plus grandes nations africaines actuellement au niveau du foot. Je pense que je placerais le Sénégal en premier, puis peut-être après le Nigeria dans le 2e, 3e place. Donc, c'est quand même un grand accomplissement. Puis, tu sais, tu as mentionné le Power of Friendship. Ça peut être très bénéfique parce que de ce que j'ai pu me renseigner, ça dit que c'est quelque chose qui est à noter. Donc, ça peut certainement aider. Mais après, si on regarde le revers de la médaille, c'est justement, il n'y a pas assez de joueurs qui jouent en Europe. Puis pour moi, c'est pas des joueurs non plus qui jouent dans des grandes écuries européennes aussi. Fait que ça, je pense, ça joue un facteur. Bien que jouer en Premier League, c'est déjà quelque chose de massif. Jouer en Championship, on peut parfois se moquer de la 2e division anglaise, mais c'est une grande division qui contient des bonnes équipes avec des bons talents aussi. Donc, peut-être, on sait jamais. Deuxième place, Une chose qu'ils font bien en Afrique du Sud, c'est le développement des jeunes. Parce qu'au niveau U20, l'Afrique du Sud s'est qualifiée pour la phase finale. Ils ont perdu en 8e contre la Colombie, qui, eux, ont terminé 3e à la Coupe du Monde U20. Donc, tu dis qu'ils produisent de bons jeunes talents. Et par la suite, au niveau de l'Afrique, c'est une puissance tout de même. C'est quand même une des puissances. Parmi les 8 meilleures équipes africaines du continent. Se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations, maintenant, il manque de matchs références. Et je pense que tu en as besoin de temps en temps. Tu as besoin d'affronter des équipes qui, pas nécessairement Cap-Vert, pas nécessairement le Nigeria, peut-être te mesurer à une équipe européenne en amont de la Coupe du Monde, un match amical contre la Tchéquie ou contre le Kosovo, une équipe comme ça qui, sur papier, a de meilleurs joueurs, juste pour voir t'es rendu où. Et par la suite, honnêtement, l'Afrique du Sud, les partisans semblent voir une évolution dans cette équipe-là. On va pouvoir le voir dans 3 mois. Ça va être compliqué tout de même, mais soyez pas étonnés si l'Afrique du Sud réussit à marquer des buts. Ça, c'est clair que c'est pas une équipe qui, comme en 2010, ou contrairement à 2010, est faible. C'est une équipe qui s'améliore et qui peut, honnêtement, dans mon classement à moi-même, dépasser le Qatar, la Jordanie, l'Ouzbékistan. Donc, c'est une équipe qui, quand même, a du power.
Puis merci pour vos commentaires sur l'Afrique du Sud, guys. On commence à un peu être short on time, puis j'aimerais qu'on parle de la dernière équipe, la Corée du Sud. Adam, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur... c'est pas une très grande nation de foot, mais il y a un des joueurs qui s'en va sur son dernier tour de piste. Hong Min-son. Yes. Yeah. Mais attends, je voulais parler d'Afrique du Sud 2 secondes. Vas-y. Si c'est correct. Vas-y, t'as le droit. Mais pour faire un parallèle, ça ressemble beaucoup à l'Égypte. L'Afrique du Sud ressemble beaucoup à l'Égypte parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans le championnat local, comme l'Égypte. Donc, dans le continent, c'était parfait. Mais maintenant, comme l'Égypte, c'est difficile d'avoir une place face à des grosses nations De passer à la prochaine étape. européennes et tout. Ouais, c'est ça. Il y a une espèce de plafond de verre un peu entre les équipes africaines qui ont un peu ce complexe d'infériorité, on va dire, face à ces équipes européennes-là. Maintenant, tu peux parler de... non, moi, je t'ai déjà posé ma question, fait que j'attendais que tu enchaînes sur la réponse. Non, franchement, je vais laisser mes collègues parler de Corée du Sud. Parfait. Félix, est-ce que tu veux que je te répète la question? Non, ben Hugminson, ouais, dernier tour de piste. Lui qui est maintenant avec LAFC. Par contre, c'est le genre de joueur, et puis en MLS, on a souvent vu des joueurs qui arrivaient et qui se la coulaient douce. Lui, c'est pas son cas. Hugminson a toujours travaillé, toujours été un joueur qui se donnait à 100% pour le badge en avant et non le numéro en arrière. Donc, c'est la vedette. Et maintenant, ben, il y a des alliés, il y a de bons coéquipiers avec lui. Kang In Lee, Wang Yichang, même qu'il est blessé Kim présentement. Min-jae Mais, aussi, derrière, exact, un bon défenseur centre. Donc, maintenant, heureusement, ils ont une bonne attaque et ça peut faire mal dans une compétition comme ça. Et Hugminson, malgré qu'il joue à MLS, j'ai aucun doute qu'il va quand même marquer ce groupe A. Il va marquer cette équipe-là de la Corée du Sud. Maintenant, défensivement, c'est un peu shaky. On a vu un match contre le Brésil. Ils ont pris 5 buts contre le Brésil, défaite de 5-0. Estevao a marqué le meilleur jeune joueur au monde live. Facts, hein, facts. Mais encore là, les résultats, ils battent le Paraguay 2-0, ils battent les États-Unis 2-0. Donc, la défense, ça va bien de temps en temps, mais contre une grosse nation du foot, ils prennent un 5-0. Et je me pose beaucoup de questions sur cette équipe-là. Kim Min-jae, t'en as parlé. Au Bayern, il n'est pas titulaire. Upamecano est devant lui. Jonathan Tah également. Donc, il y a beaucoup de questions et il y a beaucoup de critiques aussi sur cette équipe-là. Offensivement, c'est une équipe qui aurait de la difficulté à briser des lignes, à trouver des repères et à mettre le ballon au fond des filets. Il manque de créativité un peu en attaque. Pourtant, les résultats en Asie le démontrent qu'ils font très bien. C'est la meilleure équipe asiatique au monde présentement pour moi. Peut-être derrière le Japon. Je vais peut-être te poser une question, Alan, directement, vu que tu n'as pas encore parlé trop de la Corée du Sud. Tu penses pas que justement que des joueurs comme Kang In Lee et Wang Hee-chan qui ne sont pas en train de jouer day in, day out, ça peut pas affecter le collectif? Ben, moi, je tiens à relier à la Coupe du Monde 2022 parce qu'il me semble qu'il y a eu un problème, non? Il y a eu des conflits internes à l'équipe. Ouais. Je pense que Lee Kang-in avait eu une... je sais pas à quel point c'était un affrontement physique, une confrontation physique avec Hyo Min-sun. Ouais. Là, évidemment, je pense 4 ans ont passé, fait peut-être c'est mis à l'arrière aussi. Mais non, je pense que certainement, c'est sûr que ça joue un tour aussi quand tes joueurs, c'est pas des joueurs cadres dans leurs propres équipes. Mais quand même, je pense qu'ils peuvent quand même jouer un tour aussi. Je pense que parmi tous les groupes, évidemment, là, on a juste parlé du groupe A, mais ce groupe qui est très ouvert. J'ai de la misère à mettre une nation avant l'autre aussi. Là. Parce qu'autant je me dis, comme tu dis, offensivement, ils peuvent pas. Mais moi, je suis un peu à l'inverse de ce que tu dis. Je trouve que la Corée, leur foot rapide, je trouve que c'est un foot qui peut faire du mal aux deux autres nations, surtout à l'Afrique du Sud, qui pour moi, on n'a pas ce niveau d'expérience qu'on connaît énormément par rapport à eux. Tandis que les autres nations, je pense qu'on peut un peu les situer au niveau du Mexique. Puis après, bien sûr, il reste à voir qui sera la 4e nation à se qualifier des barragistes dont vous avez mentionné tantôt. Oui, puis la Corée du Sud, juste pour terminer, tu as dit style de jeu rapide. C'est très intense aussi. Les équipes asiatiques surprennent souvent sur la scène internationale. Et on se rappellera, le Japon... La Belgique, quand ils menaient 2-0, je pense. Hein, exact. Puis la dernière Coupe du Monde, le Japon a quand même passé dans un groupe avec l'Espagne et l'Allemagne, le groupe de la mort. C'est des équipes qui pressent haut, qui jouent rapidement, sont toujours dans tes bobettes, toujours en train de presser. Puis justement, c'est ça qui fait en sorte que cette équipe-là est tellement solide. Ils parcourent beaucoup de kilomètres dans un match et tous les joueurs se donnent pour le collectif. Ça, c'est beau à voir. J'ai failli me battre quand ils ont joué contre Japon-Espagne au Jinko, là, avec Tobinus, avec des Espagnols. Ouais, j'ai failli me battre. Il y avait des... non, no cap, j'ai failli me battre. Je me suis jamais battu dans ma vie. J'ai failli en venir. True story. Je me suis fait raconter par plusieurs personnes qui étaient là cette journée-là. Bon, les gars, un petit dernier mot de la fin rapide. Adam? Non, franchement, toujours un plaisir de parler de foot avec mes potos. Félix? Honnêtement, j'ai hâte pour la suite. Groupe B, groupe C, surtout groupe B et groupe du Canada.
Alan, je te donnerai un mot de la fin, mais comme l'a dit The Weeknd, we're out of time. Donc, merci. OK. Ben, allez nous... ben, juste un petit truc rapide. Non, allez nous follow non, sur YouTube. non. Hein? Arrête de parler, c'est moi qui anime ici. Allez, vas-y. Là. Fait que comme Alan a essayé de le mentionner, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. On a beaucoup de contenu qui s'en viennent pour vous et pour nous, bien sûr. On aimerait toujours remercier notre cher sponsor, le dépanneur Ola. Là, Alan, tu peux dire de quoi? Ta gueule, man, tu l'as dit. Là. Allez, bonne soirée, à la prochaine. Peace out, guys.